Je suis au deuxième étage. J'ai essayé de monter ou descendre, je sais plus, les deux étages à pied. Non, je crois que c'était pour partir, j'ai pris les deux étages à pied, en me disant, bon, ça va aller, descendre deux étages. Et l'heure d'après, j'avais des douleurs, mais impossible, quoi. Bon, ça, c'est un épisode qui m'a déprimé, parce que je me dis, mais descendre deux étages à pied, je veux dire, c'est une activité de base, je ne sais même plus la faire. Donc, ce truc, ça arrive à moi. Genre, c'est le genre de truc qui arrive aux autres, pas à toi. Alors bonjour Joël, Bonjour. bonjour et merci d'apporter ton témoignage, d'apporter ta pierre à l'édifice. Donc dans cette série de podcasts qui est dédiée au témoignage des victimes des fluoroquinolones. Alors sans plus attendre, on va t'écouter. Est-ce que tu voudrais te présenter et présenter ton histoire? Alors, je m'appelle Joël, j'ai 40 ans. J'ai été intoxiqué à 39 ans, il y a un an et un mois. Donc, j'étais en vacances en France, au lac d'Annecy exactement. J'avais des envies fréquentes d'uriner. Euh, Ça m'a inquiété parce que j'ai déjà eu une prostatite il y a une quinzaine d'années. Et je sais que quand c'est pas traité, ça peut s'empirer. Donc, j'ai été voir un médecin généraliste en France. C'était pas facile parce que ils sont tous saturés. Donc, j'étais dans un service d'urgence où il y avait une sorte de petite, enfin, un service de garde de médecine générale d'urgence. Et le gars m'a dit que c'était une prostatite et qu'il m'a prescrit de l'amoxicilline. J'ai pris, ça n'a rien changé. Je suis revenu en Belgique, donc je suis belge. Là, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin généraliste directement. J'ai eu un rendez-vous très rapide. J'avais fait des analyses d'urine en France qui montraient rien, donc pas de bactéries. Et le médecin en France avait pensé qu'il y avait une prostatite avec rétention de germes. Donc j'arrive en Belgique, je montre ça à mon médecin généraliste, analyse d'urine vierge, pas d'effet de l'amoxicilline. Donc là, à mon avis, il aurait dû penser, bon, peut-être que c'est pas un bon diagnostic. En effet, c'était pas un bon diagnostic parce que j'avais rien. Et lui, il m'a directement prescrit de la lévofloxacine, donc le Tavanic, c'est de la marque, 500 mg pendant 10 jours, en disant que il y a tous les signes d'une infection urinaire. Il m'a dit de faire attention à pas faire de sport parce que ça fragilisait les tendons. Donc je, je trouvais ça bizarre, mais bon, j'ai fait confiance. Je dis ok, je fais pas de sport. Donc j'ai pris l'antibiotique, ça n'a rien changé. J'avais toujours des envies fréquentes d'uriner. Je l'ai appelé après 3 jours en disant ça change rien, est-ce que je continue l'antibiotique? Et lui me dit oui, il faut aller jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Moi, je me dis c'est un antibiotique, ça fait pas de mal spécialement. Bon. Je prends l'antibiotique, il se passe rien. Et 10 jours après, bon alors, petite anecdote qui, enfin, qui est un petit peu douloureuse quand j'y repense, mais j'avais un magazine qui était dans mes toilettes qui disait danger des fluoroquinolones. Et je l'ai vu pendant que je prenais le médicament. Et je me suis dit, je vais pas le lire parce que, bon, il y a une chance sur je sais pas combien, ça va pas m'arriver, ça arrive jamais, quoi. C'est comme enfin, le paracétamol, ça peut tuer. Bon, on a tous cette conscience qu'il y a des effets secondaires, mais qui sont rares et qu'en fait, ça n'arrive jamais. Donc, je l'ai pas lu, ce truc. Je l'ai lu après. Donc, bon, voilà, je termine la prise, tout va bien. Et 10 jours après, je commence à avoir des tensions dans le tendon d'Achille le matin. Bizarre. Bon, je vais au boulot. Euh, et ça s'empire pendant la journée. Puis je reviens le soir et là vraiment, ça tire. Et je commence à avoir des picotements dans les mollets et des sensations bizarres et des fasciculations, etc. Donc tout de suite, je fais le lien avec les médicaments. Je me dis, bon, là, il y a un truc, là, tendon d'Achille, machin, un truc bizarre. Je tape fluoroquinolone, effet secondaire. Et là, je tombe sur toutes les pages horribles. Et je me dis, merde. Ben, je comprends direct, quoi. Que c'est ça, que je fais une intoxication. Surtout que mon médecin m'avait dit, ça fragilise les tendons, donc je fais le lien direct. Je ne sais pas trop quoi faire. Mon médecin enfin, c'est le week-end, je ne peux pas l'appeler. Donc le lendemain matin, je vais aux urgences. C'était vendredi soir. Donc le samedi matin, je vais aux urgences en expliquant. Et ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Et je leur dis, ils me disent, c'est sans doute de l'arthrose, on va faire une radio. Je dis, non, non, c'est pas de l'arthrose. Je montre la notice du médicament.
voilà les effets, j'ai ça. Ils me disent, un antibiotique qui fait ça, c'est pas possible. Ils me font balader entre 1000 médecins, je refuse de faire la radio en disant, ça sert à rien, c'est pas ça. Puis il y a un autre médecin qui dit, bon, vous avez rien. Oui, ça peut faire des problèmes au tendon, mais ça passe. Prenez de la vitamine B, il me prescrit un truc, c'est un complexe de multivitamine B, puis il me renvoie chez moi. Donc là, je me dis, bon, ils n'ont rien compris. Moi, j'ai bien compris que c'était pas rien. Enfin, je rentre chez moi, puis je prends rendez-vous avec mon médecin généraliste la semaine d'après, lundi. Je l'appelle un peu en panique lundi, en disant, il faut que je vous voie. Il dit, c'est pas possible que ça soit ça. Il sait que ça peut faire ça, mais il se dit, vous avez sans doute un problème, enfin, un trouble du collagène ou quoi. Je dis, non, pas du tout, j'ai jamais eu de problème. Il accepte assez vite que c'est ça la cause. Et là, et je lui dis, mais je lui dis, vous m'avez prescrit un médicament dangereux. Il a l'air d'être enfin, de pas trouver que c'est le cas, quoi. Je dis, non, c'est un antibiotique commun. Et moi, je m'étais renseigné, j'étais tombé sur les alertes européennes. Donc, je lui communique assez vite ces documents. Et il a l'air de tomber des nues, en fait. Donc, moi, je me renseigne beaucoup. Donc, je suis chercheur de profession. Donc, je lis assez bien la littérature scientifique et je cherche et je trouve 1000 études qui montrent les effets. Et je suis interloqué par l'écart entre ce que les médecins savent et ce que la littérature scientifique médicale montre sur ce médicament et les alertes européennes qui existent et qui disent que ce médicament est dangereux et qu'il ne doit pas être prescrit n'importe comment. Donc voilà, ça c'est le début du truc. Et jour après jour, les choses s'empirent. Au début, c'est les tendons d'Achille. Et puis très vite, c'est mes mains qui sont touchées. Euh, je continue à travailler à ce moment-là. Puis il y a un moment où vraiment les choses s'empirent. Je commence à avoir du mal à marcher. Je commence à avoir du mal à taper à l'ordinateur. J'ai trop mal aux mains. Donc j'ai des douleurs aux doigts, au tendon extenseur des doigts. Donc je ne sais plus faire ça. Surtout le pouce et l'index. J'ai des douleurs atroces là et là. Des sortes de brûlures et plein de petites douleurs bizarres dans toutes les articulations des doigts. Donc, taper à l'ordinateur devient compliqué. Bon, c'est mon métier. Donc, Et puis, ça arrive aux genoux. Mes genoux, ça allait au début, pendant 15 jours, il ne se passe rien. Et puis après 15 jours, je commence à avoir une sensation de gonflement, d'anesthésie. Je ne sens plus mes genoux. Ça commence à picoter. Ils sont lourds. Et là, je commence à avoir des douleurs. Puis à un moment, il y a une douleur aiguë qui arrive dans le genou droit. Simplement prendre une marche d'escalier, j'ai un coup de poignard dans le genou. Je ne sais plus monter une marche d'escalier. Donc là, tu commences vraiment à flipper. Tu te dis, qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu ne contrôles plus ton corps. Mon médecin me met en arrêt maladie. Il est, je crois, aussi choqué que moi. Moi, je suis très en colère contre lui, évidemment. Je lui dis que c'était complètement imprudent de m'avoir prescrit ça alors que j'avais rien. Il se trouve que j'ai été voir un urologue juste après qui me confirme qu'en effet, j'avais rien et que les médecins généralistes prescrivent beaucoup trop vite des antibiotiques, que c'était peut-être une tension musculaire, du stress. Et en fait, mon problème est passé comme il est venu, quoi. Donc voilà. Maintenant, depuis, ça fait un an, j'ai plus rien. Je sais pas ce que c'était. C'était sans doute rien de grave. Peut-être une petite irritation. Bon, par contre, l'urologue, il m'a un peu fait peur. Il m'a dit, ah oui, non, mais enfin, je lui ai dit, voilà, j'ai des tendinites là. Est-ce que ça se répare bien? Il me dit, oui, vous inquiétez pas, en 2 mois, ça sera fini. Ouais, c'est ça. Ouais. En 2 mois, pas du tout. Et il me dit, ne vous inquiétez pas, moi j'en prescris à l'appel des quinolones. Je lui dis, j'ai aussi des neuropathies. Il me dit, non, ça fait pas ça, les neuropathies. Les quinolones, ça fait pas des neuropathies. Et moi, je savais que ça faisait des neuropathies, j'en avais, et c'était dans la notice. Donc, il me dit, vous me la prenez. Et je me dis, mais un urologue qui prescrit à l'appel, c'est son expression, hein, j'en prescris à l'appel, il le dit, des quinolones, et n'est pas au courant que ça crée des neuropathies, alors même qu'il y a donc en 2019, il y a une alerte européenne que sont censés avoir reçu tous les médecins.
Et en 2023, en Belgique, il y a l'association, la FMPS, c'est l'association fédérale, l'agence fédérale, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin, de contrôle de médicaments, qui refait une annonce qui est censée être, communiquer à tous les médecins que ces médicaments sont potentiellement dangereux et qui doivent, le calcul, le bénéfice-risque doit être bien calculé. Et donc, ils ne sont pas au courant. Mais donc, j'en reviens à l'évolution de mes symptômes. Je commence à avoir du mal à marcher. Donc là, je suis en arrêt maladie. Je crois que je reste chez moi assez enfin, choqué, déprimé pendant un mois. Je ne fais pas grand-chose. Je me repose. Et les douleurs continuent à évoluer. Donc, je commence à avoir des tendinites du coude, des douleurs au poignet. Donc, simplement brancher une prise, j'y arrive plus. Enfin, c'est trop douloureux. Couper des légumes, c'est trop douloureux. Je commence à avoir des tendinites du cou. Je savais même pas que c'est possible d'avoir une tendinite du cou. Heureusement, celle-là, elle est passée assez vite. J'ai à peu près des tendinites partout. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai des douleurs aux doigts de pied aussi. Au début, simplement, le poids de la couverture sur mes doigts de pied était trop importante et j'avais mal. Je commence à avoir toutes les articulations qui picotent, sensation qui est normalement pas du tout une tendinite. Donc, tu comprends assez vite que c'est pas une tendinite normale. Donc, mes genoux qui picotent la nuit, mes coudes qui picotent. Je commence à avoir des crampes aux mollets aussi, et, aux ischio-jambiers aussi, surtout les mollets. Donc, mais c'est très bizarre. T'as l'impression que c'est une contracture et une courbature, mais c'est ni l'un ni l'autre. Et c'est un truc qui n'existe pas, quoi. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont dit ça aussi dans tes vidéos, que tu comprends vite que c'est pas des douleurs normales et naturelles. Donc voilà, je suis en arrêt pendant 2 mois. Je me rappelle, après 3, 4 semaines, je réessaye de taper à l'ordinateur pour voir, parce que mes doigts allaient mieux. Je redéclenche une douleur pas possible. J'ai mal pendant une semaine, simplement d'avoir tapé à l'ordinateur pendant 1 heure ou 2. Pendant ce temps-là, je marche beaucoup. Donc je me repose et puis je marche. Je suis en arrêt maladie, j'essaie de rester actif. Et en fait, je sais marcher beaucoup assez vite. Donc malgré la douleur, au début, enfin, j'y vais progressivement, mais voilà, je vois assez vite une kiné. Pendant ce temps-là, enfin, je vois beaucoup de médecins. Euh, je- Alors là, il y a peut-être une différence avec les témoignages que j'ai entendus un peu partout. Moi, je ne rencontre pas beaucoup de médecins qui me disent que c'est pas possible. Je reçois très vite une grande compréhension. Tout le monde me dit, ah oui, c'est bien connu. Ou alors c'est peut-être les médecins que je cherche, je ne sais pas, mais je vais voir un médecin du sport qui me dit, ah, c'est une saloperie ce truc, pourquoi on vous a prescrit ça? Je vais voir un médecin qui a été interviewé dans les médias belges concernant les quinolones. Puis il y a une petite enquête en 2020 sur les quinolones. Je vais le voir et il me dit oui, en effet. Lui, il me donne un an pour. Il me dit voilà, il me dit vous allez sans doute mettre un an à récupérer. À cette époque-là, je trouvais ça énorme. Aujourd'hui, je suis à plus d'un an et j'ai pas encore récupéré. Donc, c'était sous-estimé. Et vu tous les témoignages que je lis, c'est clairement sous-estimé. C'est pas un an pour récupérer, c'est plus. Et lui me dit, ça va être dur. Trouver un professionnel psy pour vous aider à endurer cette épreuve. Donc, bah, je reçois ça, je me dis, merde. Mais bon, là, il avait raison, quoi. C'est, c'est... Et donc voilà, je chemine aussi pour trouver quelqu'un qui peut m'aider, parce que c'est, c'est... j'ai rarement été dans un état comme ça dans toute ma vie. Donc moi, je me suis opéré pendant 6 mois, plus ou moins. Donc chaque semaine, je me demandais ce que j'allais avoir de nouveau et jusqu'où j'allais me dégrader. C'était ça le plus anxiogène. On tombe sur beaucoup de témoignages horribles sur Internet, notamment aux États-Unis. Il y a des trucs, des gens qui sont en chaise roulante, des gens qui sont détruits, et tu peux pas t'empêcher de te dire ça va être moi. Je vais arriver jusque-là, vu la vitesse à laquelle je me dégrade, ça ne s'arrête pas. Donc, c'était hyper anxiogène. Donc, voilà, je cherche un psy pour m'aider. Bah, c'est compliqué aussi, hein, parce que les gens ne comprennent pas trop. Je trouve d'abord une psy, ça ne se passe pas très bien. Puis, je tombe sur une super psychiatre qui me suit toujours aujourd'hui. Et je ne cherche pas du tout à me médiquer ou quoi, hein. Parce que je suis complètement vacciné de tous les médicaments. Même du paracétamol, j'ai du mal à en prendre maintenant, tellement je suis paranoïaque avec ça. C'est plus une manière d'avoir un endroit, tu vois,
un soutien, quoi, parce que c'est un truc qui est très, très difficile à comprendre. Alors, je commence la kiné très vite aussi, parce qu'il y a les deux médecins qui connaissent les effets des quinolones me disent qu'il faut faire la kiné le plus vite possible. Il faut aller doucement, mais il faut en faire, parce que des tendons, ça récupère pas tout seul. Et donc, j'ai beaucoup lu là-dessus aussi, et en effet, je pense que les tendons, attendre, c'est pas le plus efficace. Il y a une phase aiguë dans laquelle vaut mieux pas trop tenter des choses parce que j'ai bien vu que tu avais des réactions complètement dingues si tu en faisais un peu trop. Mais dès le moment où tu peux essayer de récupérer, c'est bien de le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai vu une kiné. Peut-être c'est intéressant de dire comment j'ai trouvé ma kiné. C'est que, bon, j'étais assez en colère contre mon médecin et il l'a compris. Donc j'étais très demandeur. Je lui fais comprendre qu'il était en partie responsable de la situation et qu'il fallait m'aider maintenant. Peut-être ça, c'est un sujet intéressant à raconter, c'est que je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change de médecin? Parce que c'est quand même lui, c'est lui qui m'a prescrit ça. Je veux dire, moi j'ai fait confiance, j'ai avalé les cachets sans réfléchir. Surtout que j'aime pas trop prendre des médicaments de manière générale, mais je sais bien qu'une prostatite, ça passe pas tout seul. Donc, moi j'ai fait confiance et c'est tout. Donc voilà, il y avait ce truc-là. J'ai réfléchi à est-ce que je le garde ou pas, mais j'ai bien vu aussi que je recevais de la compréhension de la plupart des médecins. Il y a un médecin, un médecin du sport spécialiste qui m'a prescrit des anti-inflammatoires, par exemple. Et voilà, prenez ça. Donc là, bon, je suis tombé sur la littérature qui disait les anti-inflammatoires et les témoignages et les anti-inflammatoires avec enfin, une intoxication au fluoroquinolone, ça peut être désastreux. Donc je veux pas tenter. Donc je lui ai dit, j'ai dit, vous savez, ça fait pas bon ménage, hein, l'intoxication. Il m'a dit, mais non. Donc là, je me suis dit, ok, bon, il est compréhensif, mais en fait, il sait pas. Si maintenant je fais pas gaffe, je risque de prendre des trucs qui vont empirer la situation. Et il se trouve que le médecin généraliste qui m'a prescrit les quinolones, il m'a vu chaque semaine pendant que je me dégradais. Il a bien vu ce que ça faisait. Et donc je me suis dit que ça pouvait être un allié parce que j'allais avoir besoin d'examens, de prescriptions maintenant. Donc dès que j'avais peur qu'il se passe quelque chose, j'allais le voir et il me prescrivait une échographie, une IRM, il me renseignait vers un collègue. Et donc, c'est notamment par lui que j'ai trouvé ma kiné. J'ai dit, il faut que je trouve une kiné qui peut prendre en charge ce genre de truc. Et il se trouve que c'est une kiné qui a eu 5 patients qui ont été intoxiqués au quinolone, ce qui est assez rare. D'ailleurs, je l'ai dit à mon médecin qui était étonné, parce que je veux dire, si c'est 1 sur 10 000, c'est assez peu probable qu'une kiné qui est assez jeune en plus soit tombée sur 5 patients. C'est rare, mais pas si rare que ça. Donc, elle savait ce qui allait m'arriver. C'est-à-dire que moi, j'étais au tout début, je l'ai vue à 2 mois, plus ou moins. Et j'avais encore que les tendons d'Achille, le genou et les mains. Elle m'a dit, ça va tourner. Moi, je la croyais pas, mais elle avait raison. J'ai commencé à avoir mal au coude, mal au cou, enfin, partout. Donc voilà, c'était assez rassurant d'avoir une kiné qui savait par quoi j'allais passer. Et donc au début, on a surtout fait de la mobilisation, des massages pendant un mois et demi, 2 mois, je crois que c'était que ça. Et puis elle m'a dit, bon, maintenant il faut passer à de la rééducation parce que les tendons, ça se répare pas tout seul, ça se répare mal tout seul. Le repos, c'est pas ça qui répare des tendons. Donc au début, j'étais très très frileux parce que on tombe tous sur des témoignages qui disent il faut pas faire de la kiné, c'est dangereux, ce que je crois pas en fait. Parce que je pense que si c'est mal fait, si c'est fait trop tôt, si c'est fait de manière trop intensément, c'est mauvais. Mais moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de récupérer, je crois. Bon, ça n'empêche qu'au début, c'était une expérience un peu douloureuse. Donc, ma kiné voilà, elle me fait faire des exercices. Et en fait, au début, c'est beaucoup trop intense. Tu as des Elle me- exemples, excuse-moi de te couper, des exemples d'exercices particuliers, parce que visiblement, elle s'y connaissait dans la rééducation, que les tendinites des fluoroquinolones, on le sait, c'est pas les mêmes que les tendinites classiques. Est-ce qu'elle te faisait faire des exercices spécifiques? Par exemple, au début, elle m'a fait faire des fentes avec une faible amplitude. C'était beaucoup trop. J'ai su les faire et après, elle m'a fait faire 2 3 minutes de vélo, intensité minimale. Je suis parti de là, les genoux en feu, avec une sensation d'anesthésie, de congestionnement, alors que non, ils n'étaient pas gonflés. Enfin, mais c'est juste une sensation de dingue. Je sors de là en ayant du mal à marcher. Là, je me rends compte à quel point je suis abîmé, quoi. Et là, je me rends compte aussi peut-être qu'elle a sous-estimé l'ampleur du truc.
Là, je fais une pause pendant un mois, je crois. Je me dis c'est trop tôt, mais je garde en tête qu'il faut que il faut que je fasse la rééducation. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Tu sentais que ça te faisait du bien, même si sur le coup, ça te faisait du Et je sais pas si les gens qui m'écoutent, enfin, ça peut aider ce genre de propos parce que ça dépend de chacun, mais c'est un truc que, un conseil de kiné, les tendons, ça se répare pas tout seul. Et donc je savais que s'ils étaient abîmés, il fallait qu'à un moment, il fallait faire quelque chose pour qu'ils favoriser la synthèse de collagène, que le tendon se renforce, etc., qu'il y ait un turnover cellulaire pour que. Mais ce qui est compliqué, c'est de trouver le bon moment, la bonne intensité, et que tu aies une sorte d'accroche. C'est ça qui est compliqué au début, c'est de trouver le point où tu peux le faire, où c'est pas trop, où c'est pas trop faible. J'ai refait des exercices très très légers à la maison, vraiment très légers avec des élastiques. Pour les bras, pour les poignets, pour les genoux, pour les tendons d'Achille, je faisais simplement. J'ai été hyper progressivement. Et donc là, je me suis beaucoup inspiré enfin, un groupe qui s'appelle Floxys sur Reddit. Et j'ai pas mal accroché avec l'ambiance qu'il y avait dans ce groupe qui est très bienveillante, qui partage leur programme de rééducation, par exemple. Donc, je me suis inspiré d'un des programmes de rééducation d'un gars là qui est là depuis 2 ans et qui montre sa progression, donc c'est très motivant. Je me suis pas mal inspiré de ça, donc lui il est parti de très très bas, et donc voilà, il disait, à la base le gars c'est un athlète, il est parti avec les poids minimums de tous les exercices. Il disait, voilà, les petits vieux à côté de moi, ils soulevaient 10 fois plus que moi, mais c'est difficile de partir de là, mais c'est nécessaire. Et à partir de là, tu augmentes petit à petit, mais vraiment petit à petit. Chaque semaine, tu rajoutes une répétition, tu rajoutes un demi-kilo. Et je me suis dit, je vais faire ça. J'en ai parlé à ma kiné, parce que je lui ai dit, voilà, on est directement parti avec trop d'intensité, ça va pas. En fait, c'est une kiné qui est dans une salle de sport. Prends un abonnement à cette salle de sport, viens fréquemment. On a élaboré un programme ensemble, et je suis parti de très 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 bas. Et l'idée, c'était que chaque semaine, j'augmente petit à petit. Et c'était pas forcément facile parce que je me suis fait mal. Euh, mais j'étais très motivé parce que je trouve ça insupportable ce qui m'est arrivé. La douleur est normale dans la rééducation. Au début, ça fait peur, mais en fait, il y a maintenant, j'y suis habitué et puis ça va de mieux en mieux. Mais en fait, il y a un niveau de douleur acceptable et où tu commences à apprendre que ça va pas te faire du mal. psychologiquement, tu es serein. Tu te dis pas, ah, tiens, là, si je fais cet exercice, le tendon va péter. T'as pas cette épée de Damoclès. T'as Au réussi à début, si. Au franchir. début, si. Au début, si. C'est ça le truc, c'est que psychologiquement, il faut que tu prennes le pli. Mais vu que tu commences très bas et tu augmentes petit à petit, dès que tu sens qu'il y a un truc qui... Tu le sens pas, tu reviens en arrière et puis tu réaugmentes et puis tu reviens en arrière. Ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai arrêté un exercice 3 mois ou alors j'ai switché sur autre chose parce que je le sentais pas, il me faisait mal. Tu réessayes après et ça va bien. Donc, c'est aussi très, honnêtement, c'est quelque chose qui psychologiquement m'a fait beaucoup de bien parce qu'en fait, tu reprends contrôle sur ton corps et tu commences à connaître ta nouvelle condition, quoi, et à savoir ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire et à quel moment tu dois t'arrêter. Il y a un moment où elle comprenait plus non plus ce qui m'arrivait et donc elle me disait, bon, maintenant ça doit être passé, c'est pas possible. Hmm. Et je lui disais, non, non, c'est pas passé. Et donc, il y a des moments où j'ai dû clarifier, quoi. J'étais assez mécontent à certains moments hein, parce que je me disais, bon, là, elle me comprend plus. Et donc, il y a un moment, j'ai recréé des discussions en disant, écoute, je lui dis, écoute, c'est ça qui m'arrive, en fait. Il y a pas autre chose, c'est ça. Je n'ai pas par hasard 50 tendinites dans mon corps du jour au lendemain, c'est ça. Donc, quand j'ai mal, j'ai vraiment mal. Et quand je te dis que ça va pas, c'est que ça va pas. Donc, je crois que là, elle a compris que c'était plus grave ou différent ou que ce qu'elle imaginait. Parce que en fait, j'ai pensé partir plusieurs fois, mais je me suis dit, là, je dois tenir, ça va être un marathon. Je peux pas me barrer chaque fois que ça va pas. De toute façon, personne ne va me comprendre. J'ai failli abandonner 1000 fois parce qu'il y a des moments, ça a vraiment empiré. Mais je me suis dit, écoute, quand tu as mal quelque part, tu travailles autre chose, ça va passer. Tu refais des rééducations douces, tu repars sur des élastiques, machin. C'est mon expérience. Mais je vois aussi qu'il y a des expériences de gens qui abandonnent très vite en disant ça marche pas. Mais moi, honnêtement, avant que ça marche, il a fallu 6 mois, quoi. Tu as pas les articulations qui craquent quand tu fais des exercices. C'était un symptôme hyper fréquent, mais moi, j'ai pas. Ah, tu vois, moi, je faisais la presse, on dirait crac, crac, crac. Genre, le tendon, tu le sentais sauter et ça, mais le lendemain, mais c'est 3, 4 jours à. Tu vois, en fait, quand tu as douleur comme ça, mais comment tu restes motivé? Surtout quand le kiné te dit.
comme la tienne, hein, où la phase aiguë est derrière, la tendinité passée, je sais ce que je fais. Enfin, non, tu sais pas quoi. Non, 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 non. Et en fait, enfin, là, je me suis très vite dit, il n'y a que moi qui sais ce qui se Ouais, passe. ouais, Et je suis mon thérapeute principal, quoi. Et ouais. je demande des conseils parce que je veux dire, les experts du système musculo-squelettique, c'est pas moi, c'est eux. Mais je l'adapte pour moi. Et voilà. Mais je fais plus confiance à. Bon, ça, c'est un effet malheureux de cette intoxication, mais je ne fais plus confiance. La moitié des solutions qu'on m'a données étaient nulles. Donc, je prends les infos, je les processe, je recoupe, je teste, je vois ce que ça donne et je. Et au bilan sanguin, alors au niveau sanguin, parce que là on parle de tout ce qui est donc le diagnostic du kiné, tout ça, mais alors, alors tu m'as dit que tu as fait des IRM, alors est-ce que il y a des preuves objectivables pour tes symptômes? Aucune? Alors, j'ai fait des IRM, non, j'ai fait des échographies de mes doigts, de mes poignets, Ouais. de mes coudes, de mes Mm. genoux, de mes tendons d'Achille et j'ai fait IRM de mes genoux. Rien. Rien. J'ai les genoux parfaits. Mm. Ils sont Bilan sanguin? Tout est parfait. Ok. Alors, il y a un truc qui a montré l'intoxication au début, c'est la créatine kinase trop haute. Ah, C'est un truc qui est généré par les muscles en souffrance, apparemment. Mais le deuxième test on a refait un test qui était positif. Alors, j'ai fait la totale pour les tests, tout est OK. ok. Tout est OK. J'ai même fait une CRP ultra sensible. Tu vois, le bouquin de Piper, il dit Ouais. que souvent la CRP ultra sensible, donc tu as la CRP c'est le marqueur de l'inflammation, et tu as un test, la CRP ultra sensible, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pour détecter vraiment une micro. Eh ben même ça Ah. est normal. Et lui, alors que dans son bouquin, il disait la plupart du temps c'est positif. On peut le faire en France, ce test, ou je Ah, connaissais je pas sais du tout. pas. Ok. Moi, c'était un test standard. J'ai même fait un test de intolérance à l'histamine normal, un test pour le stress oxydatif normal. Le glutathion, tu as testé ou pas? Je crois pas, non. Ça, parce que ça, il y en a un Floxé que j'ai interviewé qui avait le glutathion totalement anormalement haut. Et la bilirubine, tu as testé ta bilirubine? Non. Ah, ça, la bilirubine, c'est un symptôme, enfin, c'est très commun. Moi, j'ai la bilirubine qui est 30 fois supérieure à la normale. Ce qui crée des ictères, des jaunisse. Enfin, moi, des fois, je me lève avec la peau jaune. C'est le foie, en fait, qui évacue mal, la bile qui évacue mal. Ça peut être intéressant. C'est des gens qui nous écoutent et même pour toi. À partir du quatrième mois, j'ai eu un acouphène à l'oreille gauche. Ah, Il a apparu comme ça. Poup. ouais. Une nuit, pouf, c'est apparu. Depuis, je l'ai toujours. Il est très faible, mais c'est sacrément emmerdant, ce truc, hein. Donc, j'ai commencé à avoir une sensation bizarre bizarre à l'oreille gauche, une sorte de. Comme si mon oreille était bouchée sans qu'elle le soit, Mm. douleur à l'intérieur, et puis un acouphène. Donc, je me suis dit, bon, les deux sont liés, c'est pas possible. Mm. À droite, j'ai rien, j'ai pas d'acouphène, j'ai pas mal, mais à la gauche. Ouais. Alors là, j'ai été voir 3 ORL. Le premier, il me dit, non, c'est pas les fluoroquinolones, c'est pas du tout. Il me fait un test d'audition, audition parfaite. Bon, cool, ça me fait une belle jambe, mais bon. Bon, en tout cas, on peut rejeter l'effet autotoxique parce que les acouphènes, parfois, c'est lié au fait que euh, les cellules auditives se détruisent et donc ta perte d'audition provoque un acouphène par compensation. Et il se trouve que les quinolones sont autotoxiques. Ok. Donc ça peut détruire les cellules ciliées. Mais mon audition est OK, donc c'est pas ça. Mm. Je vais voir un deuxième ORL parce que je suis pas si satisfait de son avis. Il me refait faire un test d'audition. Je lui dis, ouais, j'en ai déjà fait un. Il me dit, non, non, mais voilà. Pareil, audition parfaite. Il me dit, c'est pas l'équinolone. Il me prescrit un médicament. Il me dit, oui, prenez-le, machin. Je vais regarder et je vois qu'un effet secondaire. C'est un des rares médicaments qui provoque Parkinson de manière médicamenteuse, quoi. Je dis, bon, je vais certainement pas prendre ça. Et en plus de ça, je trouve un article scientifique qui dit que ce médicament n'a aucun effet avéré sur les acouphènes. Donc, je dis, bon, super. Tu vois, je suis parano maintenant. Maintenant, tu vas me Ah, faire mais là, c'est pas plus. la paranoïa, enfin, c'est une méfiance légitime et ça se prouve que, enfin, tu as été mal Oui, conseillé. non, non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est pas du tout de la parano parce que Et, c'est. Parce que enfin, maintenant, je me rends compte à quel point on te prescrit des trucs, on t'explique pas ce que c'est une drogue, et tu as des effets secondaires avérés.
et on te les dit pas, quoi. Enfin, donc non, Ouais. j'ai pas pris ce truc. Ouais. J'ai été voir un troisième ORL, beaucoup plus, enfin, avec une très bonne réputation. De nouveau, pareil, audition parfaite. Il me fait un test de conduction nerveuse, normal. Je lui explique mon truc, je lui dis, moi je suis sûr que c'est équinolone. Il fait non, 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 c'est pas autotoxique. Puis c'est marrant, puis il regarde dans son petit manuel et il fait, ah si, c'est autotoxique en fait. Il me dit, c'est quoi les chances parce que je lui dis, c'est dans la notice, il me dit, c'est quoi les chances? Je lui dis, 1 sur 10 000. Il me dit, oui, mais 1 sur 10 000, c'est ça ou le hasard, ça change rien. Je dis, oui, ok, mais le cas sur 10 000, c'est peut-être moi, donc je m'en fous que ça soit rare. Il se trouve que c'est moi et je vais te soigner. Bon, il me dit que voilà, pour lui, c'est pas ça, ça va passer, c'est pas passé. Il me dit de bien dormir, de ne pas me focaliser sur l'acouphène, de faire du sport. Je lui dis, c'est un peu compliqué en ce moment. Il fait, ah oui, bon, faites ce que vous pouvez. Euh, que ça va passer. Bon, c'est pas passé. Je sais pas si ça passera un jour. Il y a des moments plus particuliers de la journée, le matin, le soir, où ça vient? Non, la journée, je l'entends pas parce qu'il y a assez de bruit. C'est le soir et la nuit surtout. Ah, Donc, et le matin. Le moment le plus pénible, c'est le réveil le matin et le soir avant de m'endormir. Et quand je dors, ça va. Alors oui, j'ai oublié de le dire. Enfin, j'ai eu 1 million d'effets secondaires. Au début, j'ai fait des insomnies. J'ai vu que c'était très commun. Donc pendant un mois, j'arrivais pas à dormir. Je me suis acheté un masque pour essayer Ça marchait pas. Enfin, après un mois, c'est passé. Mais j'arrivais pas à dormir, quoi. J'ai eu des terribles angoisses au début. Alors c'était difficile de savoir si c'était l'effet du médicament ou si c'était le sentiment bien légitime de, de détresse par rapport à cette situation. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait un effet chimique qui était, enfin, des anxiétés provoquées chimiquement. Donc, j'étais dans un état tel que peut-être qu'il y avait de ça quand même. Et j'ai aussi eu des plaques de peau qui sont parties pendant 3 4 mois. Alors ça, c'était assez effrayant parce que quand je prenais ma douche et que je passais ma main sous mon visage, j'avais un truc gluant qui me restait dans les mains, c'était ma peau en fait. Donc je me suis dit que c'était cohérent parce que la peau, c'est du collagène et que si ah, ça provoque un trouble du collagène, ben, ça attaque la peau aussi. Alors ça s'est passé après 4 5 mois. Et d'ailleurs, ça m'a rassuré parce que je me suis dit, si ça passe, parce que la peau, c'est visible, les tendons, c'est pas visible. Je me suis hmm. dit, ça se trouve, mes tendons sont dans le même état que ma peau, et c'est en train de se désagréger. Mais si c'est passé pour ma peau, c'est que c'est possiblement passé pour mes tendons aussi. Bon, on, ra- on, on rationalise comme on peut, hein, Ah, mais donc, ça oui, tient la ça, route. c'était un effet. Et donc, c'était socialement, c'était très, très pénible. J'avais vraiment des plaques de peau Ah qui ouais. partaient. Donc, je mettais en permanence de la crème pour que ça se voit pas. Enfin, bon. Tu n'as pas Et, eu des problèmes de vaisseau, genre on voit tes vaisseaux ici, t'as pas eu ça? non, ça, j'ai pas eu. Et puis, donc le quatrième mois, l'acouphène, et le cinquième mois, neuropathie. Mais là, neuropathie qui sont arrivées en force. Alors là, je crois que c'est mon pire symptôme. Non, mon pire, c'était mon genou, mes mains et neuropathie. Donc là, vraiment intense, intense. Des picotements et des brûlures, pieds, chevilles, mollets, et jusque bas du genou. Hmm. Au point où je ne peux plus porter de chaussettes. Donc depuis, je porte des chaussettes courtes. J'étais acheté des chaussettes coton, 15 euros la paire pour les trucs les plus légers possibles. J'ai changé de paire de chaussures parce que des chaussures hautes, je peux plus. Donc ça doit s'arrêter à la cheville parce que la pression sur la peau, pareil, les douches chaudes déclenchent les neuropathies. Si je prenais une douche chaude après ça pendant 3 4 heures, j'avais des brûlures intenses. Bon, enfin, à ce moment-là, enfin, enfin, je veux dire, j'avais l'impression d'avoir un corps en carton et en feu. C'est bizarre à dire, mais Ouais. c'est un peu cette impression-là. Donc les neuropathies, c'est non-stop, jour et nuit, ça s'arrête jamais, c'est insupportable. Euh,
Donc, par neuropathie, c'est des brûlures, hein. Brûlures ou des charges électriques? C'est juste pour préciser pour. Non, moi, ce que j'avais, c'était brûlure Ouais. et picotement. Ouais. Des brûlures et picotement. C'est pas neuropathie des petites fibres. Je sais qu'il y a une Si, c'est nuance. ça, c'est ça, C'est c'est ça. ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment la peau. C'est comme si tu avais un coup de soleil intense permanent. Ok. Tu sais, imagine, tu as du sable sur la peau. Et t'as une peau, t'as eu un coup de soleil avec du sable dessus, tu frottes le sable pour enlever. Je sais pas si tu vois l'effet. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça brûle de manière intense. Bon, ben là, c'est comme si c'était permanent. Et ça s'aggrave avec le mouvement où il y a. Ça Avec le s'aggrave avec temps. la pression. Avec, par exemple, des chaussettes, la pression de la chaussette sur la peau aggrave le truc. C'est pas tant le contact, c'est la pression. C'est quand ça serre qui chez toi. C'est pas le contact, moi, c'est la pression. Mais bon, la Ok. pression d'une chaussette, c'est pas bien élevé. Ouais, ouais. Parce que beaucoup avaient les frottements. Ben moi, typiquement, le frottement du jean contre les tendons, ça brûlait, 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 quoi. Tu vois, moi, c'était pas tant la pression. C'est pour le coup. C'est le simple Et ça, frottement d'un tu penses, textile, la couverture. et ça, c'est neuropathique, tu penses, ou c'est tendon? Non, c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que c'est assez flou, encore un peu flou dans mon esprit. C'est tendineux, c'est sûr, ouais. C'est tendineux, ouais. Parce que moi, c'était à des endroits pas du tout, pas des tendons, Et- c'était la peau sur le devant de la cuisse, Ah, le devant du mollet, enfin, ok. c'est la cheville. Donc là, c'est vraiment. Ouais, Enfin, c'est comme si j'avais toute ma cuisse était brûlée, quoi. ok. Ok. Et c'est pas à l'endroit des tendons. Et donc, c'est vraiment. En fait, c'est mes petites fibres qui sont abîmées, c'est clair. C'est ça, ok. Donc là, j'étais voir un neurologue, pareil, c'est mon médecin généraliste qui m'a. Je lui ai demandé. C'est marrant, je lui ai demandé si ça vous arrivait, vous iriez voir qui? Bonne question, bonne question. Et donc, il m'a conseillé un neurologue aussi reconnu, tout ça. Il m'a fallu un certain temps pour le voir. Hmm. C'est vraiment un chouette gars, très ouvert. Au début, il m'a dit non, c'est pas possible que ça soit ça. Il n'en avait pas entendu parler. Il m'a cru assez vite. Je lui ai amené de la littérature. Il m'a dit OK. Je l'ai envoyé par mail. Alors, c'était intéressant. Il m'a spontanément conseillé des antioxydants. Il se trouve qu'il avait fait je sais pas, de la recherche peut-être sur les mitochondries, les cellules musculaires. Donc, il m'a dit c'est le stress oxydatif, machin et tout. Genre, bon, OK. Sans qu'il s'y intéresse, Hmm. il avait déjà des clés, enfin des éléments de. Donc, lui, il m'a conseillé de l'acide alpha-lipoïque pour les neuropathies. Et plein d'antioxydants, ce genre de choses. Il m'a aussi conseillé de faire de l'exercice cardiovasculaire. Je lui ai dit pareil, c'est un peu compliqué. Par ailleurs, il faut faire gaffe parce que je suis tombé sur une étude qui montre que la NAC a un effet de potentiellement d'abîmer les cartilages à long terme. Hmm. Voilà, à long Toujours terme, là. faut quand même se poser la question de ce qu'on prend. Hmm. Euh, alors j'ai pris ça comme antioxydant, j'ai alterné. J'ai essayé de prendre des inhibiteurs de MMP, je ne sais pas si ça te parle. Pas du tout. Donc en fait, les faits identifiés, pourquoi on a des problèmes de tendons, apparemment, ce qui se passe, c'est que les quinolones attaquent les mitochondries. Donc en fait, elles attaquent l'ADN des mitochondries qui sont dégradées. Le fait qu'elles soient dégradées, elles génèrent un stress oxydatif, qui est en fait un signal biologique pour suractiver les MMP, c'est-à-dire les métalloprotéinases matricielles, qui sont des enzymes qui dégradent les tendons. Wow. Ça fait partie d'un mécanisme normal. Toutes les cellules, en fait, se dégradent et se renouvellent en permanence. Et donc, pour, tu as un processus de destruction et tu as un processus de construction, et les deux sont équilibrés. Sauf que, et donc les MMP servent à ça. Elles détruisent les cellules de collagène abîmées pour que d'autres puissent prendre le relais, etc. Sauf que là, on a c'est la théorie la plus plausible pour le moment. On a une suractivation complètement dingue des MMP et on a nos tendons qui se dégradent tout seuls. Et donc, en fait, c'est plus lié au quinolone qui serait. Apparemment, c'est pas une théorie très plausible, le fait que les quinolones resteraient dans notre corps. Ils sont éliminés assez rapidement, a priori. Par contre, les cellules ont été abîmées. Et donc,
elle continue à générer le signal biologique qui dégrade les tendons. Et donc, c'est pour ça qu'après un effort, on peut dégrader complètement de manière dingue un tendon, alors qu'en fait, parce que, donc par exemple, il y a des articles scientifiques qui montrent que on a mis on a donné des quinolones à des souris et elles ont un taux de MMP, je ne sais plus combien, 35 fois supérieur à la normale. Donc, j'ai pris des substances naturelles qui inhibent les MMP, notamment l'ashwagandha. Oui. Et juste la petite question, un test sanguin peut venir objectiver? Non, peut pas. Tu as des recherches universitaires, mais ce n'est pas des tests standards. J'ai cherché. Même en médecine interne, genre tu vas en médecine interne, tu te dis est-ce qu'on peut Il faut tester trouver ça? quelqu'un qui fait une recherche universitaire ou quelque chose. Mais ces tests existent. Mais ils sont faits en labo par des équipes de recherche spécifiques. Ce pas des Ok. tests standards pour des patients. Ok. Mais ouais. À explorer quoi. En fait, tu peux aller voir peut-être un médecin fonctionnel. Bon, c'est médecine fonctionnelle, ça vient des États-Unis. Il commence à en avoir en France, je sais pas en Tu Belgique, peux mais essayer. Moi, j'ai cherché, j'ai trouvé un labo anglais qui faisait ça. Et en même temps, il y a plein de sortes de MMP, MMP1, MMP3, MMP9. Et en fait, ça active certaines MMP, parce qu'il y a certaines MMP qui dégradent le collagène de type 1. C'est celui-là qui est abîmé. Et donc, il faut trouver des tests sur les bonnes MMP. Enfin, donc, bon. bon, c'est une Bah, si. piste intéressante. Et donc, il y a plusieurs substances naturelles qui inhibent la MMP, les MMP. Donc, voilà, curcuma, ashwagandha. Ah, j'en ai pris quelques-unes. Ça, j'ai jamais senti d'effet. Je les ai pris de manière, on va dire, dans l'idée de contrecarrer la réaction qui était en train de se passer dans mon corps, en me disant, je le sens pas, mais de toute façon, j'imagine pas que ce genre de truc, tu puisses le sentir. Je veux dire, si tu as un stress oxydatif intense, bah, tu le contrecarres un peu et c'est à terme que tu diminues potentiellement les effets. Mais alors, l'acide alpha-lipoïque, c'est aussi un antioxydant qui a apparemment qui est utilisé pour la neuropathie diabétique. Et ça, lui, il m'a dit ça marche. J'ai pas vu d'effet sur la neuropathie, honnêtement. Alors, il m'a rassuré, il m'a dit les petites fibres, ça se régénère. Et lui, il m'a conseillé de faire 40 minutes de cardio par jour. Je lui ai dit que c'était pas possible dans mon état. Et donc, j'ai essayé progressivement, hein, mais 40 minutes par jour, c'est impossible. Donc, lui, il m'a dit que ça générait des cytokines qui favorisaient la régénération des cellules nerveuses. Donc, ça fait 1 an et 1 mois, ça fait presque 8 mois. Ouais, 8 mois que je fais de la musculation, j'y fais 3 fois par semaine, hein. Donc ça prend beaucoup de temps. Enfin, quand je dis musculation, rééducation, hein. Je fais Ouais. pas du Ouais. bodybuilding. Tu lèves pas de poids, tu vas tranquille, Si, ouais. si, 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 Ah si, ouais. si. Maintenant, si. Donc maintenant, Tu lèves j'arrive à... combien pour avoir une indication et quel exercice? Par exemple, développer couché, t'en fais? Oui, Tu mais soulèves. les charges sont encore faibles, hein. Ah, mais Là, je c'est suis à bon. 20 je suis à 25 kilos, je crois, développé couché. C'est pas mal, hein? À la presse, je suis à 70 kilos. Je l'ai fait, j'y reviens là, je fais 18 répétitions à 70. Ce qui est pas mal, j'ai commencé à 20 kilos, hein. Eh ouais, c'est ça. C'est ça. 20 kilos, au début, je savais pas faire un squat à vide, je savais Ouais. pas me baisser, je Ouais. savais pas m'accroupir. Hum, Il m'a fallu 6 mois pour m'accroupir. hum. Une des théories que j'ai lues sur les craquements des tendons, c'est que la dégradation et les micro-inflammations provoquées par cette intoxication les font un peu grossir, ils sont enflammés, quoi, et que du coup, ils bougent plus bien dans leur loge, quoi, ils se désaxent un peu, ce qui pourrait provoquer les craquements. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des craquements, à l'imagerie, même des imageries fines, à l'IRM, n'ont aucune déchirure. Pourtant, ça craque. J'ai un peu mon psoas qui fait du bruit en ce moment. Mon psoas, c'est le fléchisseur Ouais. de hanche. Ouais. Alors, lui, le gauche, il fait un peu de bruit. Ok. Pas normal, mais enfin, c'est lié aussi à l'intoxication. Ouais. Mais le reste, voilà. Donc, ça m'inquiète pas spécialement le bruit. Pas demandé, est-ce que tu as porté des talonnettes? Alors, au début, j'ai porté des talonnettes, mais ma kiné m'a vite dit enlève ça, ça va, ça va raccourcir ton tendon, tu vas pas t'aider en faisant ça. Ok. Donc, je les ai enlevés. Mais en soi, moi, j'ai fait des examens pour ça, en fait. En fait, il y a un moment où je me suis dit,
toute façon, trouver quelque chose, enfin, je sais que j'ai quelque chose. J'ai pas besoin qu'un examen me dise que j'ai quelque chose, je le Bah ouais, sais. bah ouais. Et dans la mesure où, de toute façon, tu n'as aucune option thérapeutique après, il y a un moment, je me suis dit, je vais arrêter de faire des examens, ça sert à rien. Mm. En fait, j'ai pas besoin de le savoir. C'est juste si. J'ai été dans cette course-là, hein. J'ai fait, je sais pas combien d'examens, des trucs, mais ah oui, j'ai pas dit, j'ai fait une biopsie pour mes nerfs. Ah, Donc oui, non, j'ai été loin, hein. ouais, C'est pas rien comme examen. ouais, J'attends toujours le résultat parce que le labo est en retard. Je l'ai fait il y a 4 mois. wow. Mais j'ai Hyper hésité imp- parce que un moment, j'ai dit à mon neurologue à quoi ça sert en fait. Il m'a dit à rien. Ça changera rien au niveau de la thérapie, mais vous le saurez. Et éventuellement, pour monitorer l'évolution, tu le fais à 1 an, tu le fais à plus 6 mois, plus 12 mois, et tu vois comment. Mais honnêtement, là, ça fait 4 mois que j'attends. L'examen n'était pas drôle, donc je ferai pas ça pour monitorer, quoi. En ouais, plus, tu prends un risque d'infection. ouais, Je veux dire, on arrache un bout de peau et tu vas loin, quoi. Donc, pour avoir des nerfs. Donc, je me suis dit, bon, un risque d'infection et pas envie, quoi. Parce que ouais. infection veut dire antibiotique, donc voilà. Bah, c'est ça, maintenant, je pense que ça crée un vrai traumatisme par rapport aux antibiotiques, hein. Enfin, moi, franchement, ma prochaine infection, je sais pas comment je vais faire pour la traiter, hein. Et là, tu prends un traitement, aujourd'hui, tu as un traitement de fond, antidouleur, pas de traitement. Non. Non, non, je me refuse à prendre quoi que ce soit enfin là, je suis dans l'optique, je préfère avoir mal que risquer d'avoir Mm. des effets secondaires, quels qu'ils soient. Donc, Ouais, je suis dans l'idée que ça va passer. Je suis dans l'idée que la rééducation marche. Donc, alors, le truc pour lequel j'ai hésité, c'est les neuropathies. Tu sais, t'as des antiépileptiques qui ont un effet sur les symptômes. Mais genre la gabapentine, tu vois. Bon, regarde les effets secondaires de ce truc-là, t'as une liste. ça donne pas envie. Donc, j'ai pas envie. Je sais ce que j'ai, je veux pas prendre le risque d'avoir pire. Le duloxétine, le Cymbalta, on te l'a prescrit aussi. Non, mais j'ai même pas, Considérer la. Ouais. j'ai pas cherché, j'ai tout de suite évacué la possibilité. Et le neurologue n'avait pas l'air très, très pro, ce genre de truc. Donc, voilà, voilà, moi, je consulte pour être rassuré, pour savoir s'il y a des gens qui ont des informations, mais je cherche pas de remède. Enfin, tout en sachant qu'il n'y a pas de remède magique. Si quelqu'un a des informations complémentaires, des pistes de trucs qui peuvent aider, voilà quoi. Mais donc non, non, je prends rien. Un jour, j'ai essayé je suis au deuxième étage. J'ai essayé de monter ou descendre, je sais plus, les 2 étages à pied. Non, je crois que c'était pour partir. J'ai pris les 2 étages à pied en me disant, bon, ça va aller, descendre 2 étages. L'heure d'après, j'avais des douleurs, mais impossible, quoi. Bon, ça, c'est un épisode qui m'a déprimé, parce que je me dis, mais descendre 2 étages à pied, je veux dire, c'est une activité de base, je ne sais même plus la faire. J'ai renforcé mes genoux pour qu'ils résistent à de la tension, etc., etc. Puis à un moment, j'ai réessayé de reprendre les escaliers après plusieurs mois et j'ai su. Ça me faisait des douleurs après, mais ça passait. Puis ça allait. Quand je dis que ça passait, ça peut passer après un jour ou deux. Mais Mm. ma kiné m'avait dit, si ça passe après même une semaine, ça va. Ok, Il m'a dit, dans les cas normaux, c'est 48 heures. Dans ton cas, une semaine, voilà. ok. Si ça passe pas après une semaine, c'est pas bon. Mm. Donc, au début, tu navigues un peu à l'aveugle, c'est un peu flippant, hein. Tu, Mais tu as fait de la piscine? non. Parce que beaucoup se Non, plaisent ça pas. n'avait pas confiance, des trop grands mouvements, des mouvements brusques que je Ouais. voulais pas. Il y Hmm. aurait certains parlent du chlore, il y aurait le chlore en plus qui, enfin, apparemment, des interactions avec le chlore. Donc aussi ça. Ça, je peux pas te dire, j'ai pas testé, mais moi, Le c'était plus les soleil, mouvements le soleil, non, enfin, non, ça, j'ai pas eu de problème. pas de Enfin, j'ai réaction fait, particulière.
On ne peut pas dire que le climat où je suis, ça pose vraiment problème, hein. Je veux Ouais, dire, en Belgique. voilà, voilà, donc, j'ai pas été confronté à ce problème-là. Mais en effet, au début, quand j'avais des plaques de peau qui s'en allaient, je pense que ça n'aurait pas été un très bon moment pour prendre le soleil. Mais de fait, on n'est pas, voilà, ça va pas poser de problème parce qu'il n'y a pas de soleil. Ouais, Juste. ouais, tout simplement. Ça m'est arrivé en octobre, donc pendant plusieurs mois, il faisait dégueu. Hmm. Et quand j'ai commencé à ma peau aller mieux, c'était l'été, donc ça allait. Donc là, comment tu te sens aujourd'hui au niveau physique et au fait, t'as pas eu de tachycardie Non, Ok. ça j'ai pas eu. Il y a des Donc problèmes oculaires. les trois gros symptômes, enfin les gros ensembles de symptômes que j'ai, c'est neuropathie, euh, tout ce qui est musculo-squelettique. Alors on parle de tendons, mais c'est pas que les tendons, parce qu'il y a des endroits, je sens bien que c'est pas des tendons, c'est des ligaments. Hmm. Par exemple, pendant 3 mois, j'ai eu ici une bande ici très douloureuse, et je savais plus simplement plier et tendre le poignet. Ma kiné m'a dit que c'était le réticulanum, un truc comme ça. D'accord, ok. C'est une bande ligamentaire qui maintient les tendons extenseurs et simplement faire ça. Hmm. Me dit, quand tu fais ça, tu tires sur cette bande ligamentaire. Elle me dit, je pense bien que c'est ça, et je pense bien en effet que c'était ça. Hmm. Donc, j'ai aussi eu des fascites plantaires. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a des ligaments, des fascias, et aussi j'ai eu je parle du genou, mais en fait, c'est pas seulement le tendon rotulien, donc tu sais, le tendon auquel est attaché le quadriceps qui étend la jambe. J'avais mal sur les côtés, à l'arrière, à l'intérieur. Ouais. Et donc, quand tu regardes une planche anatomique du genou, mais complète, pas le truc schématique, juste avec le muscle et le tendon, en fait, il y a des tendons dans tous les sens. Et non, enfin, des ligaments dans tous les sens. Et donc, clairement, j'avais des endroits où c'était pas les tendons, il n'y avait pas de tendons à cet endroit-là. Donc, je pense que ça affecte tous les tissus en collagène, en fait. Là, récemment, j'ai fait des petits travaux chez moi. Bon, je suis assez content de moi parce que j'ai poncé, j'ai verni des planches de bois pendant plusieurs jours, et je les ai portées d'ailleurs. Et, euh, et le fait d'être. J'en ai mis partout dans mon appart parce que j'avais pas la place de les mettre ailleurs, dans mon salon et tout. Et déposé sur le sol. Et donc j'étais assis sur le sol en train de vernir et de poncer. Et simplement le contact entre l'os enfin, de mon bassin et le sol, j'imagine qu'entre, il y a des tissus. Et j'avais mal le lendemain. Mais ça n'existe pas, ça. Ouais. Qui a mal de s'asseoir par terre? Donc, je veux dire, je pense que. Et aussi, j'avais le fait de simplement tenir un pinceau et de faire ça. Et j'avais mal au doigt. Il n'y a Ok. pas beaucoup de tension quand tu tiens un pinceau. Mais tu mets des contraintes avec des tissus abîmés, ils n'ont plus l'habitude. Et donc, j'ai des signes qui montrent que c'est mieux qu'avant. Donc, Hmm. je m'accroche à ça. Et donc, oui, je me focus vraiment sur tout ce qui est musculo-squelettique parce que là, je peux faire quelque chose. Et donc, comme message d'espoir, j'ai encore des douleurs un peu partout, mais elles sont relativement modérées. Je crois que ce qui caractérise mon cas, c'est que c'est très répandu ce que j'ai, mais c'est relativement modéré. Euh, donc je suis limité en rien. Et ce qui a impacté, c'est ma qualité de vie, clairement. Alors au début, j'étais impacté, hein. Pas savoir marcher ou prendre des escaliers, c'est quand même. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc j'ai fait une randonnée de 23 km. Donc j'étais assez content. Je me suis fait mal aux pieds, par contre, Ouais. mais ça va mieux. C'est énorme, 23 kilomètres. Ouais, je suis content. Et je pensais pas pouvoir les faire. Et, Donc pas trop de douleur le lendemain, si ce n'est ta blessure au pied. au pied, ça a un peu la fascite plantaire, ça l'a un peu. Contrarié. Mais ça va mieux. Maintenant, je fais des exercices pour les fascias plantaires aussi. Et ouais. Il y a pas beaucoup d'endroits du corps où je fais pas d'exercice, hein. Ouais. Donc maintenant, j'ai intégré dans ma routine des exercices pour les fascias plantaires, etc. Et j'ai l'impression que ça a des effets.
Je suis parti en Suisse et j'ai fait une randonnée dans les montagnes, donc j'étais aussi assez content. J'avais peur, donc j'ai pris beaucoup de. Là, c'était beaucoup de montées, et de descentes, et vraiment, je me suis dit, je vais le payer le lendemain. Ben non, ça a été. Moi, j'ai fait progressivement. J'ai pas fait directement ça. J'ai d'abord un peu fait des petites randonnées, puis des plus grandes. Voilà. Alors sur l'impact social, mais j'ai été assez bien entouré. Les gens étaient vraiment choqués de ce qui m'arrivait. Donc j'ai des amis qui m'ont beaucoup soutenu, etc. Donc euh, mes collègues étaient très choqués aussi. Donc après, tu vois, tu as ce truc au début où les gens sont choqués, sauf que ça s'estompe vite. Pas qu'ils sont plus là, mais je veux dire, ils oublient. Surtout que j'ai pas l'air d'être malade. Je considère que je suis malade. Et donc après, on te demande des choses comme si c'était normal. Et c'est compliqué de dire non, en fait, ça va pas. Et donc voilà, surtout là, ça fait 1 an et 1 mois. Donc quand je dis à des gens parfois, en fait, ça va toujours pas top, les gens sont étonnés, quoi. Donc ça, parfois, c'est compliqué, tu vois. Tu dois faire semblant que ça va, alors que, honnêtement, il y a pas beaucoup de jours où j'y pense pas, hein. Donc, je suis encore là-dedans, hein. Je veux dire, j'ai quand même des moments où je suis abattu et, tu vois, où tu te dis, bon, quoi, ce truc, ça arrive à moi. Genre, c'est le genre de truc qui arrive aux autres, pas à toi. Et ça t'arrive à toi. Et donc, il y a des moments où j'ai quand même des petits moments de solitude en me disant, c'est quand même Pourquoi vachement pas? injuste et Ouais, je dois vivre des trucs que à peu près personne ne vit. ouais. C'est sûr que tu trouves pas mal de réconfort dans les groupes de gens intoxiqués parce qu'au moins ils te comprennent directement. Tu as une grande solidarité qui naît de cette expérience. En fait, c'est une expérience hors norme qui arrive du jour au lendemain et qui bouleverse tout et tu as le temps de rien comprendre. Honnêtement, j'ai jamais vécu un truc aussi dur dans ma vie, hein. Je veux dire, t'as le physique, mais t'as aussi, pour moi, l'élément le plus dur, c'était vraiment l'angoisse de pas savoir et de ne pas savoir jusqu'où tu vas te dégrader, qu'est-ce qui va t'arriver, est-ce que tu vas guérir, dans combien de temps tu vas guérir? Et je sais toujours pas. Et donc, tu dois gérer ça sur une très longue durée. Moi, j'estime que si après 2 ans, j'ai assez bien récupéré, que les neuropathies sont presque parties, même si j'ai des petits picotements ou quoi, ça va, que je suis plus trop limité dans mes activités physiques. Je considère que ça sera déjà bien. Et maintenant, je vois, enfin, à 5 ans peut-être, le fait d'avoir presque plus de symptômes. Tu m'aurais dit ça, euh, je veux dire, au début de mon intoxication, j'aurais trouvé ça horrible. Ouais. Mais maintenant, ça me paraît réaliste et j'espère même que ça va m'arriver comme ça. Mm. Si tu devais mettre un chiffre sur ce que tu as récupéré depuis la prise à maintenant, entre 1 et 100 en pourcentage, 10, 20%, 30%, ta récupération. C'est Allez, compliqué, hein. 40. 40, tu les as ou pas? Ouais, ouais, je les ai faciles. Ouais. 40%, ok, ok. Ouais. Ah, Non, c'est beau. je dirais que je suis à 80. 80. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est beau. C'est un beau chiffre en 1 an, franchement. Enfin, moi, j'aimerais être à ton stade. Après, enfin, c'est difficile à chiffrer parce que je veux dire, j'avais pas d'acouphène, j'en ai un. Ouais, Il est très léger, mais quand je me concentre sur lui, il m'obsède. ouais. Et il est au seuil de l'audition, hein. C'est Hmm. vraiment juste en dessous, je l'entends plus, mais juste Ok. il est là. Ouais. Et donc, en réalité, c'est pas beaucoup, mais tu vois, c'est ce petit truc qui est déjà énorme en fait. Donc, je suis plus limité en rien. Je peux faire des randonnées, je peux marcher beaucoup. Là, j'étais en retard pour notre entretien, j'ai couru. Quelque chose d'intéressant sur le groupe Reddit, il y a des longs posts avec toutes les histoires de récupération. Et ça fait du bien de le lire en fait. Des gens qui ont les mêmes symptômes que toi, qui ont récupéré et qui ont vu leur neuropathie disparaître, qui ont vu ils savaient plus marcher, et puis maintenant ils marchent et ils font des randonnées. Et donc, si, alors, Joël, si tu aurais un message, un dernier message, donc pour conclure cet échange, on a abordé les points essentiels, donc la récupération, pourquoi on te l'a prescrit, quand sont apparus les symptômes, comment tu te sens aujourd'hui. Si tu aurais une dernière analyse sur ce qui t'est arrivé. Et donc, je disais que j'étais vachement focalisé sur
ma récupération parce que ce qui m'arrivait est insupportable. Donc, je fais tout pour aller mieux. J'en ai pas parlé, mais j'essaie d'avoir une. Je bois plus d'alcool. J'aimais bien fumer des clopes de temps en temps. J'en touche plus une. J'essaie de bien dormir. Je mange bien. Donc, je suis devenu même un petit peu trop rigide là-dessus parce que je veux absolument guérir. Et donc, je me dis, tu vois, j'essaie de positiver en me disant, ça se trouve, c'est le départ d'un d'une vie plus saine que celle que j'avais, voilà. Et que peut-être je serais en meilleure santé que si j'avais pas vécu ça. J'essaie de me dire ça. Notamment, j'ai jamais autant fait de sport, enfin de sport. Kiné, ouais, Ça ouais. devient du Du sport, sport, du sport. et, euh, mais donc voilà, j'essaie de le voir comme ça. Il n'empêche que ce qui m'arrive est absolument scandaleux. Euh, je veux dire, il n'est pas normal qu'un médecin qui est censé me soigner m'ait prescrit quelque chose qui m'a abîmé de la sorte. Surtout quand c'est pas justifié, en fait. Mais Enfin, la c'est-à-dire que prescription. la chose pas normale, c'est qu'il y a des recommandations. Il Hmm. y a des recommandations européennes, et notamment il y a des recommandations en Belgique euh, qui ne sont pas suivies. Et donc, c'est là où il y a un problème. Et je ne pense pas que ça soit la mauvaise volonté du corps médical, je pense qu'ils ne sont pas informés. Hmm. Et mon médecin m'a dit, euh, j'ai jamais voulu vous blesser, et ça me paraît évident. Parfois, on entend des discours, tu vois, oui, ils sont payés par l'industrie pharmaceutique, machin. Bon, tout ça, j'y crois pas du tout. Alors, très certainement, il y a du lobbying, machin, tout ça, mais ça se passe pas comme ça. Et donc, un médecin ne veut pas volontairement abîmer la santé de quelqu'un. C'est juste qu'il emploie des moyens qui sont parfois démesurés. Et dans mon cas, c'est clair, j'avais pas d'infection et on me prescrit l'antibiotique le plus puissant qui existe. Je veux dire, il y a un peu quand même un décalage entre les deux. Et c'est paradoxal, parce que depuis que je suis petit, j'entends on prescrit trop d'antibiotiques. Je ne sais pas si c'est pareil en France. Il y a Pareil. toujours des campagnes où on prescrit trop d'antibiotiques, ça ne sert à rien de prendre des antibiotiques parce que ça fait des résistances, etc. Mais, mais on prescrit tout le temps des antibiotiques. Ça m'arrive très fréquemment d'aller voir le médecin parce que je suis malade et il faut bien pour avoir un certificat médical, voilà, quand tu travailles, et tu te retrouves avec des antibiotiques que je ne prends pas. Sauf que là, c'était une prostatite, donc je me suis dit, bon, là, j'ai pas le choix. Mais c'était pas une prostatite. Donc voilà, il y a un problème qui est politique, en fait, je pense. Il y a une responsabilité des autorités de santé à contrôler davantage la prescription de ce médicament et à informer les médecins ou les contraindre. Je pense qu'à un moment, l'information, elle marche pas. C'est-à-dire qu'ils ont été informés, mais ils ne lisent pas leur courrier, ils n'ont pas le temps. Et je pense en effet qu'ils n'ont pas le temps. Mais peu importe. Ça, c'est pas notre problème à nous. Nous, on a été intoxiqués et je m'en fiche que le médecin a des bonnes raisons. Ça, c'est la responsabilité des autorités de santé de gérer ce problème-là et de faire en sorte que soit ce médicament ne puisse plus être prescrit dans certaines situations. Je veux dire, il y a des logiciels de prescription, que ça soit bloqué d'une certaine manière, c'est possible. Je veux dire, on ne prescrit pas une chimiothérapie pour une grippe, voilà, qu'on ne prescrive pas des fluoroquinolones pour une infection qui n'existe pas. Que ça soit limité à certains cas, à l'hôpital, le neurologue que j'ai vu m'a dit, bon, j'ai un copain, le neurologue, qui est, son tendon d'Achille a été déchiré par la prise de fluoroquinolone. Lui, il m'a dit, ça ne devrait être prescrit que à l'hôpital et pas en ambulatoire. Le fait que des médecins généralistes puissent prescrire ça, parce qu'en fait, ils pensent que c'est la seule solution pour certaines infections. Et donc, c'est là où il y a un problème. Et donc, voilà, je... Et ce qui est... Alors, là, ce qui m'a vraiment choqué, mais ça m'a fait comprendre quelque chose que je savais théoriquement, mais que j'ai vécu moi-même, c'est que la parole des patients ne compte pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours la suspicion que le patient raconte n'importe quoi. C'est dans sa tête, mais non, c'est pas ça. Puis Mais le si, fourre-tout, la notion de fourre-tout, la fibromyalgie. C'est
Ça vient Ouais, mais ça, vraiment. on me l'a pas sorti, Ah, c'était pas possible, quoi, ce que je racontais. C'était tellement énorme que c'était pas possible. Des neuropathies, un antibiotique, bah si. hmm. Et donc, il y a toujours ce moment où tu dois prouver, mais ça, je veux dire, ça n'a même pas de sens. Je veux dire, à quoi ça sert un médecin si c'est pas pour t'écouter et essayer de soigner enfin, euh, prendre en charge les problèmes que tu lui livres, quoi. Donc, je m'amuse pas à aller voir les gens pour leur dire que leur dire que j'ai des trucs imaginaires, quoi. Ça n'a aucun sens. Donc, et donc, et il y a aussi cette sacro-sainte croyance en il faut des résultats objectifs, quoi. Mais il se trouve que concernant cette pathologie-là, il n'y a pas d'examens qui ont été développés. Donc, il n'y a pas d'examen spécifique. C'est des lésions cellulaires provoquées chimiquement. Il n'y a pas d'examen. Donc, tu te retrouves à démuni, quoi, et ta parole ne compte pas. Et donc, j'ai vraiment, je me suis vraiment rendu compte de la problématique en la vivant moi-même, quoi. C'est kafkaesque, enfin, tu es broyé par un système où on te. Qui est censé te soigner, Ouais, c'est mais qui on est n'y croit censé pas. te soigner. Ouais, ouais, c'est Tu ça. demandes de l'aide pour être soigné, mais on te dit, mais non, ça n'existe pas ce que vous avez, passez votre Ouais. chemin. Puis non seulement ça, mais en plus, on te prescrit des médicaments qui vont potentiellement, non seulement avoir des interactions médicamenteuses avec les fluoroquinolones, donc potentiellement aggravées, mais aussi, enfin, on te donne des médicaments dont la liste des effets secondaires, enfin, t'as même pas trop envie, quoi. Des thromboses, des je ne sais quoi, enfin, c'est. Ça. Et aussi, voilà, très souvent, moi, je suis suivi par un centre antidouleur, on me fait aller voir un psychiatre. Voilà, monsieur, là, ça fait pas trop sens, tenez un antidépresseur, quoi. Enfin, des fois, trouver la logique, c'est pas une chose aisée, quoi. Ouais, et alors, bon, un enseignement, c'est qu'il faut être assertif, quoi. Ouais. Je veux dire, moi, je me laisse plus faire. Hmm. Je veux dire, il y a des médecins qui disent n'importe quoi parce qu'ils savent pas. Tu vois, il y a cette sorte de truc, je suis médecin, donc je dois dire quelque chose d'intelligent, quitte à dire n'importe quoi. Euh, voilà, il faut dire que monsieur, apparemment, vous vous êtes pas renseigné, vous ne dites pas des Vous choses trompez. pertinentes. Hmm. Je veux dire, voilà, c'est tout, c'est comme ça, on ne peut pas être expert de tout. Donc, voilà, je pense que le patient doit aussi être assertif. Là, ce qui est assez incroyable, c'est que je sais plus que Ouais, les médecins que je vais voir. Et je pense ouais. que c'est l'expérience de chacun d'entre nous qui avons ça. On est tellement choqué par ce qui nous arrive qu'on s'est beaucoup renseigné, et donc on sait plein de choses que les médecins ne savent pas. Voilà, je pense que c'est important de ne pas se laisser balader. Et je pense que dans ton dernier entretien qui a été publié, la personne a dit ça, quoi. Et à un moment, je n'ai pas accepté. Je dis non, c'est ça que j'ai, j'étais en bonne santé, arrêtez de me sortir des conneries, quoi. Par exemple, moi, ce que je fais maintenant, je vais avec un dossier d'articles scientifiques chez le médecin. Et en fait, il est un peu démuni et je lui lis des passages devant lui. Ah bon, ça fait pas de neuropathie. Pourtant, ici, j'ai un article du International Journal of. Je sais plus, j'ai pris des articles de revues prestigieuses qui connaissaient. Mon neurologue m'a dit, ah oui, ça, c'est une revue connue, hein. Mais j'ai fait exprès. Donc, je prends des textes officiels et je lis les passages. Et donc, bah, voilà, là, le médecin, il peut pas dire grand-chose. Il peut juste dire, je sais pas. Donc voilà. Mais Mais écoute, en donc, tout cas, je vais essayer d'entamer des démarches en Belgique. oui, J'ai créé un groupe fluoroquinolone Belgique sur ok. Facebook. Donc, s'il y a des gens belges qui m'écoutent, cherchez ce groupe. C'est tout récent. Je pense qu'il y a aussi une importance à se rassembler pour pouvoir parler au nom d'un collectif. Je pense que c'est ça aussi qui fait que ça sera plus facile de porter cette parole, parce que parler au nom de juste moi, tout le monde s'en fout. Parler au nom d'un collectif, ça montre qu'il y a plus que quelques personnes qui sont touchées. Et j'ai l'ambition de créer un site aussi pour, comme un peu point de rencontre, point de contact, voilà. Ça permettra aussi d'ensuite, euh, si je veux interagir avec, je sais pas, les autorités de santé, de dire, voilà, il y a quelque chose qui existe, il y a une association, etc. C'est pas en ton nom personnel, il y a une association derrière ça. De suite, c'est beaucoup plus légitime, quoi. Tu te fais beaucoup plus entendre. Oui, mais en plus, c'est vrai. Je veux dire, là, cette année, enfin, j'ai rencontré plusieurs personnes en Belgique intoxiquées cette année. Donc, Ouais.
C'est pas comme si ça n'existait pas. C'est juste qu'il y a pas de, il y a ce groupe Kinolone France qui regroupe vraiment les. Enfin, tu vois, ça permet de rassembler les gens, mais en Belgique, il n'y a pas. Donc, moi, j'ai beaucoup de mal à les trouver. Donc, ouais, il y a un truc qui m'impressionne beaucoup, c'est dans beaucoup de témoignages, et notamment ceux que tu as récoltés, tu vois que les gens se renseignent à mort, en fait, Ouais, et ils ont maniaque. deviennent des experts de de leur propre cas. Et c'est vraiment une expérience commune qu'on a, quoi. C'est assez marquant de le voir, parce que tu es tellement choqué par ce qui t'arrive que tu as besoin de réponses. T'as besoin de réponses. Ouais. Ben, On a l'errance quand même... médicale, besoin de réponses. C'est pour ça qu'elle est l'errance médicale. On en veut, on en veut, on en veut, on n'en a pas. Puis un jour, on se dit, bah écoute, en fait, les médecins, je vais arrêter de les voir, quoi. Je vais devenir mon propre médecin. Enfin, je vais me soigner tout seul. Mais c'est pas normal. Non, 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 c'est pas Ce qui normal. n'est pas normal non plus, c'est qu'il n'y ait pas d'aide pour les gens qui sont intoxiqués. Cette Mm. intoxication, elle existe et ça fait 30 ans. Je ne sais pas si tu as regardé dans la littérature scientifique. Moi, j'ai trouvé les premiers articles dans les années 80. Ils parlent de rupture de tendons dans les années 80. Je veux dire, c'est un truc qui est scientifiquement objectivé depuis 40 ans. Ouais. Il n'y a personne qui s'est Mais penché dessus pour dire, tiens, on va essayer de trouver une solution pour qui, à les. un moment, s'est dit, bon, un antibiotique, ça crée des ruptures de tendons, c'est pas grave, c'est normal. Mais ça n'a aucun sens. Ouais, ouais. Et donc, tu prévois des circuits d'aide, de soutien, pour les gens qui sont intoxiqués, en même temps que tu fais en sorte que ce médicament ne soit pas prescrit Mm. euh, dans des situations qui ne le nécessitent pas. Mm. Si je risque de mourir à cause d'une septicémie, je veux bien prendre le risque d'avoir des tendons abîmés, mais pas pour une sinusite. Et ma mère, on Ouais. lui a prescrit ça pour une sinusite. Ça n'a aucun sens. Là, je veux dire, il y a un an et demi, hein. Donc, c'est ça qui est assez incroyable et qui met tout le monde en colère. Ces effets sont connus depuis des dizaines d'années. Et les neuropathies, elles sont objectivées depuis au moins 10 ans. Je veux dire, la liste est rallongée, mais c'est pas récent non plus. Donc, il y a Mm. des études très sérieuses qui ont montré que ces effets existaient. Mais qu'est-ce qu'on attend? Et alors, ce qui manque aussi, combien de gens sont impactés? Parce que là, un chiffre réaliste qui circule, c'est entre 1 pour 1000 et 2%. Ouais. C'est déjà supérieur à ce qu'on lit dans la notice, hein. Euh, mais, 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 euh, mais il y a quand même une marge énorme. Mm. Euh, et donc, il faudrait qu'il y ait des vraies études qui objectivent les effets euh, secondaires graves de ces médicaments. Et en France, ce qu'a fait Philippe Coville, euh, en Europe, en Grande-Bretagne, il y a ces restrictions-là. Mais ça vient des patients qui sont Mm. intoxiqués, ça vient pas Mm. d'autres personnes. Ouais. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est important qu'on témoigne. Bah, c'est pour ça, moi je suis vraiment tous reconnaissant de porter votre voix, de venir témoigner. Il faut du courage et voilà, moi c'est vous qui faites le travail, comme je dis. C'est vous qui venez raconter votre histoire. Ah, écoute, Joël, un grand merci à toi pour cet échange constructif. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Vraiment, j'ai beaucoup appris de ton témoignage. Je suis assez impressionné, je dois dire. Pourtant, j'ai fait des études de droit, enfin, je suis doctorant en droit. Je sais ce que c'est que creuser un peu, mais franchement, enfin, j'ai appris, j'ai beaucoup, beaucoup appris de cet échange, derrière le revisionner et, euh, et voilà, continuer à apprendre parce que je pense le savoir, c'est le pouvoir. Enfin, on reprend le contrôle un peu sur nous et face aux médecins, enfin, on se laisse plus embourber dans un flux d'informations qui est totalement, enfin, qui peut être faux, biaisé. Et donc voilà, moi je remercie les gens comme toi qui viennent témoigner, et nous, non seulement nous informer et nous sensibiliser, quoi. C'est quand il y a quand on apprend en même temps qu'on est sensibilisé, c'est sûr que c'est une plus-value certaine. Donc vraiment, on voit que t'as bossé ton sujet, comme on dit. Ben, c'est malgré moi, honnêtement, j'aurais voulu ne pas savoir tout ça. Ouais, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et je voulais te remercier aussi pour ce que tu fais et les vidéos que tu fais parce que ça manque vraiment, ça manquait vraiment. Parce que je veux dire, d'avoir des témoignages de vraies personnes, Ouais,
allez, ça rend le truc beaucoup plus tangible que des petits témoignages comme ça. Tu vois que derrière ces intoxications et ces chiffres, il y a des vraies Ouais, vies derrière qui sont abîmées. Que les histoires qu'on raconte sont des histoires plus communes par rapport à celles les pires qu'on peut lire sur ouais. Internet. Merci beaucoup à toi en tout cas. Merci à toi. Oui, non, nous ne sommes pas des gens qui écrivent des lettres pour former des mots et puis des phrases. Non, non, il y a il y a des âmes, il y a des vrais gens qui sont là, leur vie est chamboulée. Effectivement, moi, de mettre des visages sur ces mots, MAUX, pour moi, ça me paraissait essentiel et ça m'apporte beaucoup d'écouter vos témoignages, ces preuves de courage, d'honnêteté. Et vraiment, enfin, moi, je prends pas, enfin, prendre du plaisir, ce serait pas le bon terme, mais pour moi, c'est très thérapeutique et vraiment, je me dis que cette histoire, il faut en faire un sens parce que sinon, elle n'a aucun sens. C'est- Ouais, c'est exactement, je me dis, je peux pas me dire que j'ai vécu ça pour rien. Hmm, Donc voilà, et il faut que, pour moi, c'est aussi cathartique d'en parler ici. bien sûr. Parce que voilà, j'ai accumulé Ouais. beaucoup de choses Ouais. et je sais que tu me comprends. Et Alors, ben, merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous ont visionnés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi, je mets bien entendu le groupe Facebook Kinolone France. Un grand merci à Philippe Coville et Lily, qui est toujours en toile de fond donc, dans ce groupe. Et c'est elle aussi la créatrice du groupe. Et on va bien sûr aussi mettre le lien donc, de Joël, donc, qui a créé son propre groupe en Belgique. Et on salue cette initiative. On espère que d'autres pays en Europe et dans le monde vont commencer à rassembler les victimes. Et je pense plus on est unis dans ce combat, plus on est fort. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager et à commenter. Et je vous dis à bientôt dans d'autres témoignages.